remontée d'humidité, retour sur l'électroosmose. On a coutume de dire sur notre planète que l'eau, H2O, se trouve sous forme liquide, solide ou gazeuse, mais il ne s'agit là que de 3 états de la matière et les forces qui l'actionnent sont tout aussi variées. Pratiquement, il s'agit de bien comprendre 4 phénomènes physico-chimiques différents qui ont pourtant des effets similaires, la migration de l'eau dans la matière. La pression atmosphérique. De l'eau liquide est aspirée par une pompe dans un tuyau vertical. Après environ 10 mètres, soit environ 1 bar de pression, le liquide perd de sa cohésion et l'ascension est stoppée. La force qui permet à l'eau de monter est créée par la différence de pression atmosphérique. En faisant le vide au-dessus, la pression de l'air pousse le liquide par en dessous. Cette force est suffisante pour propulser l'eau jusqu'à 10 mètres de hauteur, mais pas au-delà. L'équilibre de la pression atmosphérique équivaut à la pression hydrostatique. La capillarité et la tension superficielle. Un verre est rempli d'eau. En regardant de près, on constate qu'à l'endroit où l'eau touche le verre, à la surface, le liquide dessine une courbe ascendante contre le verre. Ce phénomène, appelé tension superficielle, est provoqué par la force de cohésion qui agit entre le verre et l'eau. En effet, l'attraction moléculaire des molécules du verre sur les molécules d'eau provoque ce phénomène de collage. Cette attraction dépend des substances en présence. Par exemple, entre le verre et le mercure, cette courbure adoptera un profil inverse. Prenons maintenant un tube de la taille d'un cheveu, d'où le mot capillaire. La force de cohésion décrite plus haut va agir sur la totalité de la surface du liquide, ce qui va le faire monter sans limite dans un tube homogène. Ce phénomène se nomme la remontée capillaire. À noter que dans le cas d'une maçonnerie, ces remontées d'humidité dépassent rarement les 40 cm. Ce sont ces lignes d'affleurement de sel et de craquelure caractéristiques que l'on peut observer sur les vieux murs. La pression osmotique. Imaginez une cellule vivante emplie d'eau salée nageant dans de l'eau pure. La paroi de cette cellule est perméable à l'eau, mais pas au reste. Que se passe-t-il? La pression partielle de l'eau étant plus élevée que la pression partielle de l'eau salée, l'équilibre hydrostatique va automatiquement faire migrer de l'eau vers l'intérieur de la cellule qui contient de l'eau salée. Ce phénomène s'appelle l'osmose et la force qui le sous-tend, la pression osmotique. Il est également observable au sein de matériaux de construction. Un mur en pierre ou en terre cuite contient naturellement de l'eau avec du sel, de la chaux et du ciment. Pour retrouver un équilibre hydrostatique, le mur va absorber de l'eau par tous les moyens. L'électroosmose, ce phénomène défini par Faraday et Helmholtz, souvent mal connu et mal étudié, est pourtant la clé du problème lorsqu'il n'est pas confondu avec les précédents. Pour bien comprendre, il faut se représenter l'énergie électrique comme un jeu d'équilibre entre des ions positifs et des ions négatifs, sorte de particules polarisées indépendantes des atomes. Ceux-ci sont présents dans les molécules qui composent la matière, mais se promènent aussi librement dans différents milieux. La création d'un circuit entre ces différents potentiels les fait se déplacer et c'est ce phénomène qui génère une force que l'on appelle électricité. Ces ions sont partout et il y a donc pratiquement à chaque interface de matériaux une tension électrique différente. Comme pour l'équilibre osmotique, l'équilibre électrique cherche aussi à se faire en toutes circonstances. Et c'est cet équilibre qui entraîne des molécules d'eau ionisées dans tout matériau qui a la polarité inverse. La tension électrique naturelle entre le terrain et le bâtiment se mesure en millivolts. Suivant les lieux, ce courant continu naturel varie généralement de 300 mV à 1200 mV. Bien souvent, les remontées d'eau dans les murs d'une construction sont la combinaison de ces 3 derniers facteurs. Tout l'art du professionnel consiste à déterminer les principales causes afin de définir la manière la plus appropriée d'intervenir avec la ou les meilleures solutions. Si empêcher les eaux liquides d'atteindre la maçonnerie par un drainage efficace règle passablement le problème, la question des remontées par électroosmose se règle d'une manière bien différente. Malheureusement, bien des expertises confondent les remontées capillaires avec les remontées par électroosmose, et les solutions préconisées sont chères, inutilement consommatrices d'énergie, polluantes et ne servant pas à grand chose. Une question oubliée. La question des courants induits ou des courants vagabonds est souvent négligée par les architectes et les constructeurs en général. Ainsi, à Genève, nous avons l'exemple du temple de la fusterie qui en est une illustration intéressante. En effet, si le bâtiment ne présente visiblement pas de problème d'humidité, les pertes en eau de son système de chauffage sont restées longtemps un mystère. Finalement, lors d'un sondage pour inspecter les tuyaux passant dans le sous-sol, on a remarqué des percements alignés régulièrement qui sont le signe d'une érosion typiquement électromagnétique. Et effectivement, entre les caténaires des voies du tram qui passent dans les rues basses et l'écoulement du Rhône le long des berges empierrées, la différence de potentiel génère un courant qui corrode tous les matériaux qui se trouvent sur son passage.